Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de notre user group Pardot. On va patienter quelques instants, le temps que tous les participants se connectent. Juste deux mots sur les déclarations conditionnelles, simplement pour vous préciser que aujourd'hui on va vous présenter des fonctionnalités qui sont liées à Pardot Account Engagement et que si nous étions amenés à échanger lors de la fin de cette session sur des fonctionnalités futures qui sont sur la roadmap, simplement si vous n'êtes pas déjà client de la solution, prendre vos décisions d'achat sur l'existant avec Pardot. Merci à vous d'être présents pour ce webinaire aujourd'hui. On va organiser régulièrement des événements, qu'il s'agisse d'événements physiques ou d'événements hybrides autour d'Account Engagement. Merci également de poser toutes vos questions pendant ce webinaire. On y répondra à la fin. Et enfin, merci de faire partie de cette communauté grandissante du user group Pardot, qui, on l'espère, va se développer et pour laquelle on va essayer de vous apporter le maximum de valeur. Bonjour à tous, François Perret, je suis le fondateur de l'agence Bansu. On est une agence de marketing digital partenaire Salesforce spécialisée dans la mise en place et l'optimisation d'account engagement qu'on appelle également Pardot. On a 4 consultants Pardot dont je fais partie, ainsi que tous les corps de métier nécessaires à la réussite de vos projets. Et pour ce webinaire, j'interviendrai au titre de co-leader de la communauté officielle Salesforce Pardot France. Alexandre Ruiz, donc moi je suis architecte solution Salesforce chez HN Service. Donc j'ai pour habitude d'accompagner nos clients sur des problématiques de marketing automation, sur les produits Salesforce et également sur des problématiques concernant le corps de Salesforce. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Chavrier, je suis ingénieur solution au sein des équipes Salesforce sur toute la partie marketing. Mon métier, en fait, c'est d'apporter de l'expertise au quotidien aux personnes qui sont intéressées par les solutions de Salesforce, très souvent du coup Account Engagement, et de leur expliquer quelles sont leurs possibilités et ce qu'ils vont pouvoir faire avec cet outil. Au niveau de mon background, je suis un ancien entrepreneur dans tout ce qui est data marketing et j'ai également travaillé dans le conseil pendant plus de 4 ans. Bonjour à tous, je vais vous présenter l'agenda de ce 5e événement au format webinaire dont le titre est Best Practices en Emailing. L'objectif est de vous donner le maximum de pistes pour que les emails que vous envoyez à vos destinataires atteignent effectivement leur boîte mail. Dans un premier temps, Alexandre nous parlera de notre user group Pardot, ce que c'est, comment le rejoindre. Puis nous parlerons des nouvelles guidelines qui ont été introduites par Yahoo et Google et nous verrons comment y apporter la meilleure solution à l'intérieur de Pardot. Nous parlerons également de la gestion des rebonds, qu'on appelle également les bounces, et du centre de préférence. Nous ferons ensuite un focus sur les spams, les filtres et l'hygiène de la base de données pour terminer sur la gestion des IP et les meilleures pratiques en termes de délivrabilité. Et évidemment, nous conclurons cette séance par des questions-réponses que vous pouvez poser tout au fil de la session. Nous y répondrons dans l'ordre à la fin. Bon webinaire. Alors le Pardot User Group, ici, l'objectif donc c'est de pouvoir bénéficier d'un espace d'échange entre utilisateurs de Pardot. Ça nous permet de créer des liens entre utilisateurs, de partager nos problématiques ainsi que nos succès. Ça permet également de pouvoir aider la communauté locale à approfondir l'expertise au niveau de Pardot. Et donc,
Ici, ce sont des événements toute l'année autour de Pardot. Alors, comment nous rejoindre? C'est très simple. Donc, on a deux éléments principaux. Il y a la page de la communauté. Donc, je vous invite évidemment à vous inscrire sur cette page. Et également le groupe Treled où vous pouvez communiquer soit entre vous, soit poser vos questions et on y répondra. Ensuite, en dessous, vous avez nos adresses mail sur lesquelles vous pouvez nous contacter. On va donc parler des nouvelles guidelines qui ont été introduites par Yahoo et par Google. Depuis février 2024, Yahoo et Google ont durci leurs règles en matière d'emailing de masse. Donc évidemment, ça s'applique aux plateformes de marketing automation. On est en B2B, mais il vaut quand même mieux les appliquer parce que ces recommandations, par exemple, qui portent sur Google et sur Gmail, peuvent aussi s'appliquer pour les entreprises qui ont leurs emails hébergés par Google. Donc, il y a 3 clés qui sont au centre de ces nouvelles règles. Les domaines d'expédition doivent être authentifiés, la désinscription doit être possible en un clic et le taux de spam doit rester très bas. Notamment, il doit être inférieur à 0,3%. Alors, on va commencer par parler des domaines d'expédition qui doivent être authentifiés et plus précisément, on doit avoir un enregistrement DKIM, Domain Key Identified Mail, qui est nécessaire sur votre sender domain. Vous pouvez accéder au sender domain ou au sender domain si vous en avez plusieurs à l'intérieur de Pardot en allant dans Account Engagement Settings, Domain Management. C'est important de le vérifier parce qu'il peut arriver que le sender domain soit validé mais que l'enregistrement ne soit pas là. Donc, vous allez avoir dans la rubrique sender domain expected DNS entries tous les enregistrements qui doivent être là, notamment un enregistrement qui s'appelle domain key. C'est celui-là dont il faudra vérifier soit avec votre IT, soit directement dans votre DNS qu'il est bien présent. Et évidemment, également la clé validation key en TXT à l'intérieur de vos enregistrements DNS pour être complètement sûr que Pardot que vous puissiez utiliser les IP de Pardot. C'est ce qu'on montre ici. On a un enregistrement en deuxième ligne, validation key, et l'enregistrement domain key qui correspond au DKIM. Donc ces éléments-là, validation key et DKIM, doivent être mis en place pour que votre domaine soit authentifié et que Yahoo et Google distribuent vos emails auprès de leurs abonnés. Même si c'est pas imposé, une bonne pratique consiste quand même à avoir un enregistrement SPF, Sender Policy Framework. C'est un enregistrement TXT également. On donne un exemple ici où vous avez à la fois le SPF pour Google et pour Pardot. Ça dépend des configurations, à voir également avec votre IT, mais ça consiste juste à rajouter, si vous n'en avez pas, d'enregistrement DNS. Et enfin, DMARC, Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance, c'est ce qui va vous permettre de rajouter une couche supplémentaire d'authentification qui n'est pas indispensable pour les nouvelles règles de Google et de Yahoo, mais qui est en tout cas une best practice. Autre règle imposée par Google et Yahoo, c'est la nécessité de pouvoir se désinscrire en un clic de vos communications. Pour ça, Pardot ajoute automatiquement du code au header des emails qui va faire que lorsque vos utilisateurs vont afficher leurs emails, ils vont voir afficher un petit message du genre « Ce message provient d'une liste de diffusion » et un bouton « Se désabonner ». Et Pardot va gérer également la désinscription automatique dans Pardot des destinataires qui cliquent dessus en mettant le champ « Opted out » à true. Pardot, vous le savez, impose que toutes vos communications marketing soient assorties soit d'un lien de désinscription globale, soit d'un lien vers le centre de préférence. Si vous optez pour la désinscription globale, c'est une bonne chose d'activer la désinscription en 2 clics, qui va rester compatible avec les règles de Yahoo et Google, puisque Pardot rajoute le code du header qu'on a vu ci-dessous. Ou encore mieux, si vous le pouvez, et c'est un sujet qu'on abordera par la suite, mettre en place un centre de préférence qui permet d'avoir une gestion granulaire de vos consentements. Et enfin, la dernière règle de Yahoo et Google, c'est que le taux de spam doit rester inférieur à 0,3%. Alors, traditionnellement, Pardot intervient de manière assez agressive pour demander des actions correctrices pour le cas où vos communications recevraient un fort taux de bounce, typiquement supérieur à 10%, ou de spam supérieur à 0,1%. Donc Yahoo et Google fixent la barre à 0,3%. On va dire que c'est un peu plus permissif que ce qui existe déjà à l'intérieur de Pardot.
Les utilisateurs font remonter des spam complaints, c'est-à-dire qu'en gros, ils classent vos emails en spam en cliquant sur le bouton marque à spam. Il faut savoir que s'ils transfèrent votre email et que la personne qui le reçoit clique sur marque à spam, ce sera également vu comme un spam. La manière dont ça remonte à Pardot dépend de la manière dont c'est implémenté chez le fournisseur d'email. Par exemple, Yahoo a ce qu'on appelle une feedback loop et les remontées ne sont tout simplement pas fournies par Google. Donc, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici, à part respecter les bonnes pratiques classiques pour avoir un bon taux de spam. Un dernier point, c'est que Google a également annoncé qu'il allait clôturer les adresses mail Gmail inactives. Donc, si vous avez des gens comme ça dans votre base, forcément, ça va augmenter le taux de bounce et donc ça risque de nuire à votre réputation. Et comme je le disais, les meilleures des stratégies pour diminuer votre taux de spam et donc de rester sous les radars, c'est d'envoyer des communications qui sont voulues et à une base engagée. Ce qui peut inclure de ne plus envoyer des emails à des personnes qui n'interagissent plus avec vos communications, c'est ce qu'on appelle la data hygiene, et également des communications qui sont voulues. Donc là, on est dans le domaine de la permission et du opt-in. Dans tous les cas, pour détecter les erreurs, celles par rapport à Google et Yahoo, celles du domaine authentifié, des unsubscribe en un clic ou du spam qui doit être inférieur à 0,3%, vous pouvez utiliser des services comme Mailtester ou Mailgenius. Alors, on n'a pas d'affiliation particulière, mais les liens sont dans la présentation qu'on vous partagera. Ça vous donne une vue globale sur la réputation de votre domaine, sur est-ce qu'il sera classé en spam ou pas, et dans ce cas-là, par quel anti-spam. Donc, ça vaut le coup, effectivement, potentiellement, de tester un mail ou deux sur ces services. Pardot et les rebonds, c'est ce qu'on va aborder dans cette nouvelle partie, la gestion des rebonds. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le protocole de transfert et de transport des emails, qui est un protocole qui est compliqué avec un grand nombre de codes d'erreur, et chaque fournisseur a sa propre interprétation de ces codes d'erreur. Donc, les codes les plus répandus sont donnés dans le lien à l'intérieur de la présentation. Il faut savoir qu'en B2B, on n'est jamais parfait au niveau outbound, et notamment un taux inférieur à 10%. On essaiera de faire en sorte qu'il soit le plus petit possible, mais un taux de 10% est considéré comme acceptable. Il faut savoir qu'on a deux types de hard bounce, les soft bounce, deux types de bounce, les hard bounce et les soft bounce. Donc les soft bounce vont en gros être des problèmes qui vont se résoudre théoriquement d'eux-mêmes. En tout cas, Pardot va essayer 5 fois de renvoyer des emails à vos correspondants qui tombent dans cette catégorie. Ça peut être des problèmes de genre boîte pleine ou des problèmes temporaires de serveur. Les hard bounce, en revanche, qui sont l'équivalent de 5 soft bounce, sont des rebonds qui sont définitifs et le prospect sera classé en non-deliverable, c'est-à-dire qu'aucun email ne lui sera envoyé jusqu'à ce qu'une action correctrice soit menée. Alors ces actions correctrices, quelles sont-elles? Pardot permet de faire un reset sur les hard et les soft bounce directement sur une fiche prospect. Ça peut être utile ponctuellement d'annuler des précédents bounce si vous êtes sûr, par exemple, que la boîte mail de votre correspondant se remet à fonctionner. Il y a également un point dont on va pouvoir tirer un avantage, c'est que si l'on modifie l'adresse email d'un prospect, donc on peut le faire de diverses manières, notamment par import ou directement sur la fiche du prospect, automatiquement un reset sur les hard et sur les soft bounce est mis en place par Pardot. Et ça, c'est quelque chose d'assez utile parce que ça va nous permettre d'imaginer une solution de gestion de masse des rebonds. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va pouvoir se rendre dans le rapport de bounce, le rapport de rebond, dans Account Engagement Reports, Marketing Assets, Email Bounces. Vous avez la possibilité d'exporter vos rebonds. Cet export va vous permettre de soumettre le fichier à un outil d'enrichissement de données. Alors, on cite ici Dropcontact, qui est un outil français. On n'a pas particulièrement d'affiliation. Il en existe sans doute d'autres. Et en échange, en retour, vous allez avoir les adresses email, les noms, les prénoms validés des personnes dont vous avez transféré l'email.
Pour les personnes dont l'adresse a été corrigée, vous allez pouvoir les réimporter à l'intérieur de Pardot, de manière à ce que l'email étant corrigé, les bounces soient remis à zéro et que vous puissiez à nouveau correspondre avec cet utilisateur. Alors c'est important de noter que ça ne va fonctionner que sur les leads et les contacts, c'est-à-dire les prospects qui sont assignés dans Pardot, puisqu'on a besoin de faire un matching sur le CRM ID, étant donné qu'on va modifier l'adresse mail. J'en profite pour dire que vous pourriez utiliser ça pour faire un reset en masse sans forcément modifier les adresses email. Vous faites la même chose, vous faites un export, vous modifiez chacune des adresses email en rajoutant par exemple un point quelque chose à la fin, vous l'importez, puis vous réimportez ce même fichier mais avec les adresses initiales, ce qui aura pour effet de revenir au point de départ avec les mêmes adresses mail mais avec les bounces remis à zéro. Pour éviter que vos emails ne vous reviennent, parce que là on vient de parler du traitement, mais également on peut essayer d'avoir une approche proactive et d'éviter que ça arrive. Pour ça, on recommande une application qui est développée par Salesforce Labs et qui se trouve sur l'App Exchange, qui s'appelle Email Validator Marketing for Marketing Cloud Account Engagement, et qui va permettre de tester sur un des services avec lesquels vous pourrez contracter, parmi EmailRep, Neverbounce, SendGrid et ZeroBounce. Et lorsqu'un utilisateur va par exemple vous donner son adresse email, vous allez pouvoir vérifier auprès d'un de ces services si c'est un bon email, s'il y a des modifications à faire ou autre, et automatiser tout ça dans un outil dans un outil d'automatisation comme par exemple Engagement Studio comme on le voit à l'écran. On va maintenant parler du centre de préférence, qui est un élément qui, dans un contexte où la bonne délivrabilité repose sur une bonne partie sur l'opt-in, c'est-à-dire la permission que vos prospects vous ont donnée à leur envoyer des communications, va être un atout important parce qu'il va permettre à votre audience de choisir le type de communication qui l'intéresse. C'est-à-dire que plutôt que se désabonner brutalement de toutes vos communications, un utilisateur va par exemple choisir d'être abonné à la newsletter, mais pas aux informations sur vos nouveaux produits et vice-versa. Et donc cette granularité, elle va nous être d'une aide précieuse pour éviter les désabonnements complets, c'est-à-dire que le champ opt-out soit mis à la valeur true. Il est possible de changer le style par défaut, et c'est même recommandé. On va pouvoir par exemple répartir les listes publiques sur 2 colonnes, changer les polices, rajouter des labels, etc. C'est un petit peu fastidieux, mais on arrive vraiment à avoir des centres de préférence qui sont assez travaillés, et donc c'est important d'avoir ça à l'esprit. On peut enfin créer des centres de préférence qui soient personnalisés. C'est très utile si on a une audience multilingue. On va créer un centre de préférence et les listes publiques associées par pays ou par langage. Et enfin, un point qui peut être important et qui est souvent remonté, c'est que par défaut, les centres de préférence vont afficher les listes et les descriptions de ces listes qui les constituent dans l'ordre alphabétique du titre de la liste. Comme ce titre est utilisé nulle part ailleurs, on va pouvoir, le nom de la liste n'est utilisé nulle part ailleurs, on va pouvoir le préfixer, par exemple dire 1-newsletter et 2-information sur vos nouveaux produits, et en faisant ça, on va afficher d'abord newsletter, puis information sur les nouveaux produits. Et donc, ça va nous permettre d'avoir l'ordre qui nous intéresse dans l'affichage des listes du centre de préférence. Passons maintenant à un autre sujet qui nous intéresse tous également, c'est comment réussir à passer correctement chez les destinataires Outlook. Alors Outlook, si vous faites de l'email marketing, vous connaissez tous, c'est vraiment le numéro 1 des bloqueurs de contenu. On a beaucoup de nos clients, de nos partenaires qui utilisent cette messagerie d'un point de vue professionnel. Et pour quiconque fait de l'email marketing, c'est très très souvent un problème pour simplement permettre aux emails d'arriver jusqu'à leur destinataire, mais également un gros problème de rendering. On a très très souvent eu des soucis avec eux, avec tous les outils Salesforce, que ce soit Marketing Cloud Engagement ou Account Engagement, parce que Outlook en fait a ses règles de rendu qui est unique et qui fait que l'email que vous avez envoyé n'est pas toujours l'email qui est reçu à la fin. Quelques exemples qui ressortent par rapport à ça, ça va souvent être lié à des boutons à proprement parler qui se mettent à prendre une forme qui peut être carrée,
à avoir des arrière-plans de certains blocs ou certaines lignes qui apparaissent ou qui disparaissent, parfois des lignes blanches, et des onglets qui perdent leur style CSS. Donc très souvent, ça pose problème tout ça. On a aussi des problèmes de délivrabilité, mais ça, l'intégralité du webinaire est sur le sujet. Donc pour le coup, j'ai pas forcément de conseils spécifiques par rapport à Outlook, mais par contre, par rapport au rendering de Outlook, effectivement, moi j'ai 2 options à vous proposer pour essayer de passer et d'y arriver un petit peu plus facilement. La première option, c'est vraiment si vous connaissez le CSS et le HTML et que vous êtes à l'aise sur le sujet, vous allez retravailler vos emails. Il y a un certain nombre de points sur lesquels vous pouvez vraiment vous assurer que vous n'aurez pas de soucis, ou en tout cas beaucoup moins sur le rendering. Pour ça, plutôt que de vous les lister ici et vous donner des bouts de code qui ne sont pas forcément on va dire digeste pour l'intégralité des participants, je préfère vous mettre un lien à la fin du webinaire vers un site qui s'appelle Email en acide et qui résume assez bien en fait les 11 recommandations pour retravailler votre HTML pour s'assurer que ça passe un petit peu mieux. Comme je sais qu'ici il n'y a pas non plus que des experts sur le sujet, qui maîtrisent pas forcément la partie HTML et qui sont plus dans la stratégie marketing. Il y a un outil qui existe qui s'appelle Stripo pour créer des emails et lui pour le coup il passe assez bien. Ils ont mis en place effectivement un certain nombre d'éléments pour s'assurer que les templates qui sont construites par leur éditeur en drag and drop respectent, on va dire au mieux la partie Outlook. C'est pas du 100% garanti avec Stripo, mais c'est vrai que c'est un outil où j'ai pu voir qu'il y a effectivement moins de problématiques qu'avec d'autres sujets. Passons maintenant à la partie hygiène des bases de données. Je vais partager avec vous 7 règles pour bien gérer sa base de données email marketing. Alors certaines de ces règles que je vais vous partager, vous les mettez peut-être déjà en place, c'est peut-être quelque chose qui fonctionne déjà bien chez vous. Je l'espère. Si c'est pas le cas, moi, l'idée, c'est aussi de vous partager un petit peu plus les bonnes pratiques. Certaines sont simplement du bon sens. D'autres, j'ai essayé de pousser un petit peu plus là-dessus. La première règle que je recommande, qui semble une évidence, mais qui n'est pas toujours le cas, c'est essayer d'envoyer des emails uniquement aux destinataires intéressés. De façon générale, le mass mailing, ça va pas forcément fonctionner, ça a jamais très bien fonctionné, mais de façon plus précise ces dernières années, on est quand même face à des solutions qui ne supportent pas bien quand il y a des signalements de spam ou quand il y a des bounces. Donc vraiment, essayer d'éviter ces éléments et notamment sur la partie B2B, essayer quand même de faire des petits envois qui vont être plus appréciés que des gros envois. De base, moi, je conseille vraiment de se concentrer sur la base de données active, idéalement et au minimum les ouvreurs de moins de 3 mois. Bien évidemment, si vous avez une base de données où il y a des personnes qui sont là depuis plusieurs années, vous savez aussi qu'avec les règles RGPD, vous devez leur redemander leur consentement et ça vous permet aussi de faire un petit nettoyage par rapport à ça. Donc vraiment, misez plus sur la qualité que la quantité. Il faut essayer de segmenter un maximum pour toucher une petite audience qui sera plus réactive. Vous serez bien mieux vu ensuite par les providers qui vous permettent de toucher vos clients dans les emails. Donc vraiment, essayez de travailler là-dessus. Et dernier point, je sais que ça peut sembler bête aussi, mais essayez d'envoyer régulièrement des emails. Si vous envoyez un email tous les 6 mois, votre base, elle n'est pas habituée à ça et clairement, il va pas y avoir une bonne réactivité par rapport à ça et même l'outil va peu apprécier les envois de cette façon. L'autre hygiène à faire, c'est aussi d'avoir une base de données propre et organisée. Je ne vais pas vous dire comment organiser votre compte Account Engagement, mais essayez d'organiser un minimum vos listes dynamiques et les dossiers que vous allez utiliser.
Vous avez un outil qui s'appelle Optimizer qui existe depuis quelques temps dans Account Engagement qui peut vraiment vous aider aussi là-dessus, savoir ce qui bouge un peu moins bien. Donc vraiment essayer de travailler là-dessus. Faut pas hésiter à mettre aussi des adresses dans la recycle bin, c'est-à-dire les adresses qui sont plus réactives depuis un certain temps. Vous pouvez peut-être vous dire ah non, j'aimerais bien la garder, on sait jamais, il est intéressant ce prospect. C'est pas parce que vous supprimez une adresse dans Account Engagement qu'elle disparaît dans Salesforce. Elle reste toujours un contact ou un lead dans Salesforce si elle a été créée. Et si vous avez une personne qui se réinscrit par la suite via un formulaire, en fait, elle va revenir dans Account Engagement. Donc, n'hésitez pas à utiliser la Recycle Bin. Autre point très important, faites toujours une liste de pression marketing, c'est-à-dire une liste automatisée, dynamique, qui va fonctionner en fonction du nombre d'emails que la personne aura reçu dernièrement. Ça évitera de surshooter les prospects, même s'ils sont intéressants, et ça évitera qu'ils vous bloquent par la suite, qu'ils se désabonnent, ou pire, qu'ils vous signalent en spam. Et dernier point, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, les bases de données achetées et scrappées, c'est rarement un gros succès quand vous les récupérez. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de déchets par rapport à ça. Donc, j'ai plutôt tendance à pousser à faire de l'acquisition, à avoir des personnes qui se sont montrées intéressées par vos produits ou vos services et qui vont avoir une communication avec vous après, qu'à faire des achats où en fait vous sollicitez des personnes qui ont entre guillemets rien demandé. C'est comme quand vous vous baladez dans la rue et que quelqu'un vient vous proposer quelque chose. Vous êtes rarement très très réactif et très intéressé. Autre point sur l'hygiène, c'est vraiment s'identifier clairement dans chaque email. Donc toujours avoir un sender et un reply to qui est identifiable. Si vous êtes dans la partie B2B, essayez un maximum que ce soit l'interlocuteur de vos clients, on va dire au niveau local, qui soit le sender. Account Engagement est vraiment très bien là-dessus parce que ça permet très simplement de voir que le sender est associé. Donc même chose sur le reply to, ça crée un contact qui est beaucoup plus fort. Faites quand même attention sur le reply to parce qu'il va pas fonctionner sur les messages d'absence. Ça va quand même être le sender qui va recevoir le message d'absence. Donc si vous faites parfois des envois au nom de votre PDG, vous pouvez avoir, ou plutôt il peut avoir des mauvaises surprises, même si vous avez bien paramétré le reply to qui est associé. Autre point, c'est toujours, ou en tout cas essayer un maximum de traiter vos prospects comme des vraies personnes en personnalisant vos échanges. Quelque chose que j'aime bien faire et qui marche plutôt bien, c'est envoyer des emails texte de temps en temps, pas tout le temps, mais quand le sender c'est le commercial et que la personne reçoit un email texte, ça a l'air quand même un peu plus personnalisé, ça a l'air d'être un peu plus humain et un peu moins marketing au niveau du volume, parce que clairement, ça c'est quelque chose qui va être beaucoup plus apprécié et moins intrusif. L'autre chose, c'est la partie contenu personnalisé et dynamique. Il n'est pas toujours utilisé chez nos clients, en tout cas pas forcément assez selon moi, alors qu'on a plutôt des bons résultats quand on fait un contenu qui est vraiment personnalisé en fonction de la personne qui va le recevoir. Ça fonctionne plutôt bien. Ce que je recommande souvent, c'est vous avez des gens qui vont aller visiter votre site internet et n'hésitez pas à mettre des pages action sur un produit, sur un service que vous avez, avec un tag derrière et mettre un contenu dynamique associé à ce tag pour que dans votre communication, vous faites au moins une première étape de personnalisation. Et dernier point, je vous dis de traiter des vraies personnes, échanger aussi avec des vraies personnes, éviter les adresses type accueil, communication, marketing, etc. où en fait c'est des personnes derrière qui tournent et il va pas y avoir beaucoup de réactivité derrière, il y a peu de chances d'avoir une vente, donc essayez de les mettre de côté, sauf si vraiment vous êtes sur un business qui est associé à ça. Autre point, c'est vraiment, mais ça va de soi aussi, c'est surveiller régulièrement les performances des campagnes et adapter votre stratégie
en conséquence. Pour moi, en fait, après chaque envoi, il faut checker les performances de l'intégralité de ce que vous avez fait pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Alors, je vous mets de côté l'analyse de la performance du contenu de votre email. On va essayer de se concentrer, on va dire, plutôt sur les messageries. La première chose que vous pouvez faire, c'est regarder en fait les messageries clients et regarder en fait, si, il y en a pas une où il y a eu un petit 0 et ce qui voudrait dire qu'il y a quand même des risques, que ça soit pas passé du tout. Et si c'est pas le cas et que sur 1 ou 2 envois, on voit que, par exemple, Gmail, c'est plus passé, excluez-les avec, une liste, d'exclusion pour, vous assurer, que vous ne re-shootez pas, ces mêmes, personnes. Et je le répète, toujours, mais vraiment toujours surveiller les bounces et le taux de spam parce que là, ça va vous donner des indicateurs, très importants sur, comment a été réceptionné, votre email, d'un point de vue, on va dire, un petit peu plus, psychologie, du prospect. Et si c'est élevé, c'est très mauvais signe. Il faut vraiment que vous adaptiez votre contenu par rapport à ça. Autre point, c'est la conception des emails. On l'a vu juste auparavant avec la partie qui est liée à Outlook. Vraiment, essayez de faire quelque chose d'attractif sur la construction de l'email. N'oubliez jamais de faire une version texte. Elle s'affichera sans doute jamais si vous avez fait de l'HTML, mais le système de messagerie sera beaucoup plus clément pour laisser passer votre email derrière. Faites toujours un seul call to action. Vous n'êtes pas là pour mettre 5 actions différentes. La personne, on lui envoie un message, elle a une action à faire, point barre. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Ne cachez jamais le lien de désinscription. Alors ça, je l'ai déjà vu chez mes clients qui essayaient de le mettre en petit, discret, en disant j'espère qu'il va pas se désinscrire comme ça. Une personne, si elle veut se désinscrire, elle va se désinscrire, et si elle n'y arrive pas, elle va simplement vous mettre en spam. Donc vraiment, évitez tout ça. Et en termes de contenu sur la partie B2B, il y a beaucoup de livres blancs, il y a beaucoup de webinars qui sont mis en avant, mais aussi nous, on aime bien les témoignages. On le fait souvent chez Salesforce, de mettre en avant des témoignages clients, mais chez beaucoup de nos clients, je sais que ça fonctionne. Les témoignages, c'est vraiment quelque chose de clé dans la conception des emails, dans un contenu que vous pourriez mettre. Autre point, et qui va un peu de pair à ce que je viens de vous dire, c'est essayer d'innover et de surprendre pour maintenir l'intérêt des destinataires et éviter l'ennui. Si vous envoyez la même newsletter tous les mois, alors à moins que votre newsletter elle ait un contenu incroyable, il y a quand même des chances que vous ayez un hausse du désabonnement. Il faut quand même essayer d'avoir un petit peu d'originalité, un petit peu de choses différentes. Vous pouvez changer même la date d'envoi si vous l'envoyez toujours à la même date. N'hésitez pas à changer la façon dont l'email est construit. Parfois, vous pouvez bouger les blocs de temps en temps pour éviter que ce soit trop similaire à chaque fois. Et n'annoncez pas non plus tout le temps des événements exceptionnels, une offre, quelque chose d'incroyable, etc. Au bout d'un moment, tout le monde fait ça, donc il y a que des événements exceptionnels, ça commence à devenir un peu barbant. De façon globale, je vous recommanderais plutôt de faire monter le suspense si vous avez vraiment quelque chose d'intéressant à raconter et jouer un petit peu là-dessus pour avoir un petit plus d'intérêt et éviter d'ennuyer les personnes qui reçoivent vos emails. Nous allons maintenant parler de la gestion des IP et des best practices qui y sont liées. Alors, on va commencer tout de suite sur des aspects contractuels qu'on a lorsqu'on utilise une solution de marketing automation, dans notre cas Pardot. En fait, on a une politique d'utilisation du service, puisque l'adresse IP elle est mise à disposition par l'éditeur, donc Salesforce. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette politique d'utilisation du service? Elle est basée sur la permission, donc la permission de l'utilisateur, que cet utilisateur ait pu donner son accord à être contacté. Donc, il y a différentes manières de faire, notamment via un opt-in ou via un double opt-in. Et cette politique d'utilisation du service, évidemment, elle indique aussi 2 éléments très importants. Le premier, c'est que il ne faut pas spammer les personnes
à qui on souhaite envoyer des communications, et donc aussi qu'on s'engage à ne pas utiliser des listes qu'on aurait achetées auprès de prestataires ou ce genre de choses. Lorsque l'on parle de gestion des IP, forcément, il y a certains éléments techniques qui sont afférents, notamment le fait de bien paramétrer sa solution de marketing automation. Donc, pour ça, Pardot va nécessiter différents niveaux de paramétrage. Donc, il y en a 3 qui vont être nécessaires. Le premier qui est nécessaire, c'est la validation key. Le deuxième, c'est le SPF. Le troisième, c'est le DKIM, et le dernier qui est optionnel et recommandé, c'est le DMARC. Voilà, donc ici je vous ai mis des liens vers l'aide de Salesforce qui vont vous permettre de paramétrer ça correctement en lien avec votre équipe IT. Alors toujours en lien avec la notion de gestion des IP, il va y avoir la partie réputation évidemment. Donc ici, Pardot propose de manière optionnelle d'activer une option qui permet de pouvoir en fait contacter des personnes sur des adresses email fonctionnelles du type contact@votrenomdedomaine.fr ou fournisseur@votrenomdedomaine.fr. Moi, de manière générale, sauf sur certains use cases spécifiques, mais de manière générale, je conseille pas forcément d'activer cette option. D'un point de vue technique avec Salesforce, puisqu'il faut de toute façon contacter le service client Salesforce pour activer cette option. Donc je conseille pas de l'activer parce que vous allez shooter sur potentiellement une adresse email qui est partagée, donc ça va nuire en fait indirectement à votre réputation, puisque vos mails seront pas forcément lus ou seront lus plusieurs fois, ou éventuellement la deuxième ou la troisième personne qui va consulter un mail sur une newsletter sur laquelle elle s'est pas inscrite va avoir tendance à se désinscrire ou à la classer dans un dossier de spam. Donc vraiment, à part certains use cases, je préconise pas d'activer cette option. En tout cas, l'éditeur le propose, faut le savoir. Donc je vous ai mis le lien également en bas dans le slide pour pouvoir savoir comment contacter l'éditeur pour qu'il fasse l'activation de cette option. Toujours sur le sujet de la réputation, maintenant nous allons évoquer le sujet des reports en spam. Donc ici, l'éditeur évidemment impose une limite, elle est de 0,1% des emails qui sont donc envoyés. Donc, ça veut dire que l'éditeur laisse la possibilité qu'il y ait quelques personnes qui indiquent que vos communications sont des spams, mais pas tant que ça, puisque finalement 0,1% c'est quand même assez peu. Donc vraiment tout l'enjeu, il est d'essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas dans cette catégorie de spammers, donc pour ne pas nuire principalement à votre réputation. Et sinon on verra un petit peu plus tard ce que ça peut engendrer comme impact. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les personnes vous indiquent vos communications de manière légitime comme étant du spam? Il peut y avoir le timing, ça peut être un délai un peu trop long entre le moment où vous avez collecté l'adresse email d'une personne et le moment où vous allez lui envoyer un email. Vous avez par exemple oublié que vous alliez les contacter. Ça peut être aussi le fait que vous n'ayez pas reçu 100% du consentement des personnes via un opt-in ou via un double opt-in. Vraiment, ça c'est très très important, au-delà de l'aspect évidemment réglementaire qu'il peut y avoir avec la RGPD et autres. Le volume, évidemment, si vous envoyez trop d'emails trop souvent, certaines personnes peuvent se sentir agacées et donc vous reportent en spam. Et puis un dernier exemple, ça pourrait être le fait d'utiliser des listes de partenaires avec qui vous faites du marketing, etc. Le fait que vous ayez des listes partagées et que le prospect n'ait pas fait de lien avec un partenaire donné, il pourrait indiquer que ce soit du spam, même si ça a été évidemment
récolter de manière totalement légitime et en respectant les best practices. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors maintenant, comment on peut éviter de se faire report en spam? Là, encore une fois, ce sont des exemples. Alors, il est préconisé d'envoyer un email quelque temps, vraiment avec un laps de temps assez court après que on ait récolté l'adresse email d'un prospect, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser un process de double opt-in. Ça, c'est vraiment très important. Évidemment, de ne jamais utiliser de liste que vous avez achetée de prospects sur Internet ou autre. Et un dernier exemple, ce serait par exemple de demander le nombre, la cadence à laquelle souhaiterait être contactée une personne ou un prospect. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes et qui peuvent permettre d'éviter au maximum de se faire classer dans les dossiers spam. Nous allons maintenant parler des spam traps et nous allons voir en quoi c'est vraiment important de s'en protéger au maximum et les impacts que ça peut avoir au niveau de votre pardot. Alors, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'un spam trap? Donc, un spam trap, c'est une adresse email qui est utilisée de manière spécifique pour flaguer, pour attraper donc les sociétés ou les personnes qui spamment ou les personnes qui, par exemple, achètent des listes ou qui ne reconnaissent pas l'opt-in. Donc, si vous shootez sur une adresse email de type spam trap, l'impact, c'est tout simplement que vous allez être classé dans certains anti-spam, dans les plus gros sur le marché, comme un spammer, et donc vos prochaines communications auront du mal à inboxer, donc à arriver dans les boîtes de réception de vos prospects. Donc vraiment, l'enjeu, il est d'éviter de tomber dans ces spam traps. Et donc, on va aborder 3 sujets. Le premier, c'est comment sécuriser la collecte interne et externe de vos emails. Le deuxième sujet, c'est comment sécuriser vos envois d'emails de liste. Et le troisième sujet, qui est plus large, c'est comment sécuriser votre base de données pardot de ces spam traps. Alors, sur la partie sécurisation collecte interne, donc si par exemple vous collectez des adresses email depuis un formulaire via votre site internet, ce que moi je vais avoir tendance à recommander, c'est d'utiliser la solution Google Recaptcha, qui est standard fourni par les formulaires pardot. Donc ça permet de vérifier que ce soit pas quelqu'un qui aurait mis de manière délibérée une adresse email spam trap ou autre. Ça, c'est plutôt pas mal. Évidemment, de mettre en place un process de double opt-in, on a déjà parlé tout à l'heure. Ça peut permettre d'éviter de tomber dans ces pièges des spam traps. Ensuite, il y a la collecte externe. Donc, c'est quand vous allez récupérer des adresses email depuis vos partenaires. L'une des préconisations, ce serait de pouvoir requalifier, de pouvoir s'assurer que vous ayez bien la permission de contacter les personnes via un permission pass ou autre, et de demander un maximum d'informations à votre partenaire sur le recueil du consentement, sur l'adresse IP de la récolte de cette adresse email, etc. Alors, comment sécuriser vos envois d'email de liste, vos envois en masse? C'est pour tous les prospects qui sont inactifs, c'est la mise en place d'un programme d'engagement qui permet la réactivation ou la suppression des adresses email qui sont inactives. Ça, c'est vraiment important parce que ça vous permet de maintenir votre base de données propre. Donc, ça vous permet évidemment de limiter au maximum les spam traps dans votre pardot. Alors, comment sécuriser votre pardot au niveau des spam traps? Moi, je pars du principe qu'il faut se poser quelques questions. La première question, c'est: ai-je bien écarté les adresses email qui n'ont, par exemple, jamais ouvert ou jamais cliqué sur des liens lorsque j'ai eu l'occasion de leur envoyer des communications? Est-ce que j'ai bien mis donc en quarantaine, est-ce que j'ai bien supprimé les adresses email qui n'existent pas, qui n'existent plus, tous ceux qui sont flagués comme hardbound, etc. Il n'y a pas vraiment lieu de les garder dans la base de prospects actifs. Et au niveau de votre hygiène de base de données, dernière question, c'est de quand date
le dernier nettoyage de la base côté Pardot. Donc ça, c'est important que ce soit quelque chose de récurrent avec un process qui soit mis en place avec un certain délai. Donc il faut penser toujours à nettoyer régulièrement votre base Pardot afin d'avoir votre base qui soit propre. Nous allons maintenant regarder ensemble les différentes typologies de filtres anti-spam qui peuvent exister, tout en sachant que c'est pas exhaustif, il y en a encore d'autres. Donc dans un premier temps, on va aborder le filtre Challenge Response. Après, on va parler des filtres sur le contenu, des blacklists, du grey listing, de la réputation, des filtres bayésiens, de la vérification du respect du standard SMTP et d'autres méthodes purement techniques. Et en dernier point, la partie plus intéressante, c'est la combinaison de ces différents filtres qui peut exister. Alors sur la partie Challenge Response, donc c'est une technique qui consiste à demander une action humaine, par exemple de devoir renseigner un CAPTCHA dans un email qu'on aurait envoyé pour pouvoir faire en sorte que la communication soit réalistement délivrée à votre destinataire. C'est à faire une fois. Il y a des solutions leaders sur le marché qui existent et qui font ça très bien. La fois d'après où vous allez envoyer une communication, ce sera plus nécessaire de refaire cette action de vérification manuelle. Ensuite, il y a les filtres sur le contenu. Donc ça, c'est tout simplement en utilisant des mots-clés qui sont présents dans le contenu des emails. Est-ce que il y a des liens qui pointent vers des sites qui sont un peu exotiques? Est-ce qu'il y a un ratio texte-image qui est correct, etc. Alors, l'un des inconvénients de cette typologie de filtres, c'est qu'il peut y avoir un nombre de faux positifs assez important. Ensuite, les blacklists. Alors, les blacklists, c'est plutôt assez simple. C'est tout simplement un listing d'adresses IP ou de noms de domaine qui sont flagués comme étant du spam. Donc ça permet, une fois que vous vous inscrivez sur ces blacklists-là, de manière préventive, de venir bloquer les communications qui émanent de ces noms de domaine ou de ces adresses IP. Donc tout à l'heure on parlait des spam traps. Si vous shootez sur des spam traps, vous avez de grandes chances de tomber et d'être référencé dans ces blacklists et donc finalement de ne plus pouvoir inboxer. Ensuite, il y a le grey listing. Alors le grey listing, c'est une méthode qui part du principe que en général un spammer ne va pas shooter une deuxième fois un email parce que ça va lui coûter trop d'argent de faire ça. S'il est flagué comme étant spammer, il va pas avoir besoin de faire un deuxième envoi. Donc en fait, ça va envoyer un code erreur qui est temporaire. Et effectivement, si l'expéditeur est légitime, en général, il va essayer quelques temps après de refaire un envoi sur cette adresse email. Et si c'est quelqu'un qui aura tendance à faire du spam, il va pas le réenvoyer. Donc voilà, c'est une technique un petit peu entre deux. Alors, la réputation, c'est tout simplement basé sur différents niveaux de scoring qui évoluent au fil de vos shoots, de vos campagnes emailing. En général, la réputation elle est liée à différents facteurs, notamment les réactions que peuvent avoir vos destinataires, les contenus, etc. Mais un des éléments les plus importants sur la réputation, c'est le paramétrage de l'identification de la personne qui envoie les emails. Donc on a vu ça tout à l'heure, c'est tout ce qui est le SPF, le DKIM, etc. Donc le score en général, il est lié soit à votre nom de domaine d'expédition, soit à votre adresse IP. Donc, c'est vraiment important de les protéger au maximum. Alors les filtres bayésiens, donc ce sont des filtres qui vont utiliser l'expérience
donc ils sont entre guillemets un peu auto-apprenants. Donc plus un utilisateur va indiquer une communication comme étant du spam, plus le filtre va finalement apprendre des mots ou des groupes de mots qui vont être flagués comme étant du spam. Donc c'est un filtre qui est uniquement basé sur des calculs de proba. En général, il fonctionne sur base d'un seuil. Donc, en dessous de ce seuil, la communication n'est pas détectée comme étant du spam, et au-dessus, ça n'inboxera pas puisque ce sera considéré comme étant du spam. Alors, la vérification du respect du standard SMTP, donc c'est ces protocoles qui permettent d'envoyer des communications. Là, l'idée, c'est de s'assurer que, d'un point de vue technique, votre email respecte tout ce standard. Donc on va pas rentrer dans le détail du standard SMTP, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais l'idée c'est vraiment d'avoir des communications qui soient paramétrées au mieux pour pouvoir respecter le standard SMTP, puisqu'il faut le savoir, il y a certains filtres anti-spam qui vont aller checker ça. Après, donc il y a d'autres techniques qui existent, comme par exemple le no-listing, qui consiste à référencer plusieurs serveurs email dans les enregistrements DNS, dont certains ne vont délibérément pas fonctionner, ou encore le reverse DNS, qui va permettre de vérifier le nom de domaine associé à une adresse IP, donc dans l'autre sens. Voilà, il en existe plein d'autres, ça c'est un exemple d'un point de vue technique. Alors, maintenant, la partie la plus intéressante sur ces différents anti-spam. Alors, si vous trouviez ça un petit peu difficile à aborder, je dirais, voilà, le pire est à venir, puisque, en général, aucune de ces technos de filtrage n'est utilisée seule. Donc, chaque fournisseur d'accès Internet, chaque webmail, globalement, chaque entreprise va utiliser un mix de tous ces filtres. Et à chaque fois, ce sera avec un paramétrage différent, donc avec des seuils de tolérance différents, des implémentations différentes, etc., etc. C'est pour ça que quand on parle de délivrabilité, c'est pas une science exacte, c'est compliqué à aborder comme sujet. Donc, il faut essayer de se dire que quand un expéditeur envoie de manière légitime des communications, il faut vraiment essayer au maximum de jouer le jeu, de remplir tous ces critères, de faire attention à tous ces filtres anti-spam, parce que une fois que vous êtes flagué comme étant une entreprise qui envoie du spam, c'est très compliqué d'en sortir. Donc, l'idée, c'est d'être proactif là-dessus et de ne pas trop spammer les personnes. Alors, au niveau des filtres du côté utilisateur, il en existe deux types. Donc, le premier type, c'est les filtres qui sont anti-spam côté client. Et la deuxième typologie, ce sont les règles que l'utilisateur aurait créées. Alors, au niveau des filtres anti-spam côté client email, donc si vous utilisez une application comme Outlook ou Apple Mail, ça va être principalement des filtres bayésiens. Donc, ça fonctionne, comme on l'a vu tout à l'heure, sur base de classement en spam effectué au préalable avec des calculs de proba. La deuxième typologie, ce sont donc les règles créées par l'utilisateur. C'est par exemple sur Outlook, vous créez une règle de filtrage et vous allez pouvoir automatiquement, quand quelqu'un vous envoie un email, le flaguer ou le déplacer dans un dossier spécifique ou éventuellement le déplacer dans le dossier du courrier indésirable. Donc ça, c'est très compliqué à déjouer puisque on n'a pas du tout la main dessus. C'est vraiment côté utilisateur et là, en plus, c'est un filtre manuel qui a été mis par l'utilisateur. Donc, quand on utilise des solutions de marketing automation comme Pardot, on n'a pas de visibilité sur ce qui est fait côté utilisateur. Ensuite, on va avoir les filtres du côté serveur, donc sur les webmails, sur côté fournisseur d'accès Internet ou au niveau des entreprises. Donc, il y a les filtres maison,
il y a certaines entreprises qui ont décidé de créer leur propre système de filtrage d'email. Donc là, c'est très compliqué d'avoir des informations sur les règles qui ont été mises en place par ces filtres maison, puisqu'en général, les entreprises, évidemment, ne communiquent pas dessus. Ça, c'est première typologie. La deuxième typologie, c'est l'utilisation de technos disponibles sur le marché. Donc, par exemple, ça peut être Spam Assassin, qui est un des plus connus. Donc, il en existe des open source ou des solutions commerciales. Et en général, c'est utilisé, comme on l'a vu au préalable, conjointement avec d'autres systèmes, d'autres solutions anti-spam sur mesure. Et après, en dernier lieu, il y a les appliances. Les appliances, c'est tout simplement un serveur prêt à l'emploi qu'on va venir brancher en amont de son serveur email côté de l'entreprise. Et donc, ça va filtrer automatiquement les communications.